Bonjour à tous, bienvenue sur les rendez-vous de Corinne et Sophie. Et je vous accueille aujourd'hui chez Virginie. Bonjour à tous, salut Corinne. Donc une collègue que j'ai eue en formation au sein de l'Institut Utile où je me suis formée en hypnose et en thérapie brève. Et là, je venais pour ma petite séance d'hypnose qui aura lieu après notre petite interview. Voilà. Et donc, je vais donner la parole à Virginie pour qu'elle nous explique un peu son parcours. Donc, comme moi, de formation infirmière. Donc, son parcours qui a cheminé par plein de choses, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Et donc, je vais lui laisser la parole déjà pour se présenter. Merci Corinne. Donc, j'ai un parcours un petit peu dense. Je vais essayer de faire assez rapide. J'ai commencé ma carrière comme ASH dans une maison de retraite, puis j'ai fait l'école d'aide-soignante, j'ai été aide-soignante quelques années, puis j'ai fait l'école d'infirmière, j'ai été infirmière quelques années, ensuite j'ai fait un DU, j'ai fait une formation en éducation thérapeutique et j'ai eu un poste dans une maison médicale pour faire de l'accompagnement des patients en consultation d'entretien pour les aider à être plus acteurs de leur santé, pour aborder toute la thématique autour de l'alimentation, de l'activité physique, plutôt un versant préventif. Et puis, il me manquait un petit peu le versant soutien psychologique. On est quand même formé pendant nos études à l'entretien d'écoute active, l'entretien de relations d'aide, mais c'était quand même assez limitant. Et donc, il y avait cette formation d'hypnose et de thérapie brève là, qui m'intéressait pas mal comme outil dans ma pratique. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, nos chemins se sont croisés. Voilà. Et donc, 3 années de formation, et puis suite à cela, avec beaucoup d'outils dans ma pratique, finalement j'ai plutôt opté pour cette installation à mon compte, donc créer une micro-entreprise pour faire des consultations d'accompagnement santé. J'ai quand même ma casquette un peu d'infirmière, j'ai toujours ce profil-là dans mes consultations. Améliorer la santé, mais en prenant en compte les émotions, les difficultés, le stress et le quotidien. Donc avec mes compétences, je ne suis ni psychologue ni psychothérapeute, je fais avec mes compétences d'infirmière et mes outils d'hypnose, de thérapie brève, de mouvement oculaire et plein d'autres choses qu'on pourra détailler si tu le souhaites. Voilà. Donc déjà, je voulais savoir à quel moment tu as eu le déclic par rapport à l'hypnose notamment. Eh bien, c'est toujours des histoires d'échanges avec l'entourage. J'adorais beaucoup les entretiens avec les patients autour de la maladie chronique, autour de les rendre acteurs de leur santé, partir de l'autonomie du patient, de ce qu'il est, de ce qu'il sait, tout ça, c'était vraiment une façon de travailler qui me plaisait beaucoup, mais on est quand même limité au niveau des gens qui sont en manque de ressources personnelles, en fait, qui se retrouvent confrontés un peu la tête dans le guidon à leurs problèmes et qui n'arrivent pas à avancer. Et je me sentais vraiment démunie avec ces personnes. Et c'est un ami à moi qui est psychiatre qui a fait cette formation. Alors, pas la formation utile, parce que lui, il est dans le sud de la France. Il a fait une autre formation, parce que s'il avait voulu, il aurait pu faire utile, mais il a fait une autre formation avec un autre dispositif. Mais en tout cas, il m'a dit que vraiment, pour lui, dans la communication avec ses patients, ça l'avait énormément aidé et apporté beaucoup d'outils pour améliorer ses entretiens. Il m'avait dit, si tu as l'opportunité de découvrir et de te lancer dans cette formation, c'est quelque chose qui serait super pour moi. Et je me suis effectivement un petit peu intéressée à la chose. J'ai cherché un petit peu sur internet. C'est pas évident de trouver une formation aussi qui soit de qualité, qui soit pour des professionnels de santé, qui soit éthique, qui aille dans le sens de mes valeurs. Et donc j'ai rencontré, je suis tombée sur la formation de Philippe Heim, là, de l'Institut Utile,
Et en discutant avec les médecins de la maison de santé dans laquelle je travaillais, il s'avère qu'un des médecins connaissait un de ses confrères formé par l'Institut Utile qui travaille dans le secteur. Et donc j'ai rencontré ce médecin qui m'a un petit peu expliqué sa pratique, la formation, et je me suis vraiment dit que c'était ça que je voulais, découvrir, quoi. Donc je me suis inscrite, j'ai été sur liste d'attente, et puis voilà, l'aventure a démarré il y a 3 ans, et c'est terminé l'année dernière en juin, voilà. Et on peut dire, parce que on a suivi conjointement, c'est une formation qui nous a fait évoluer professionnellement, mais on oublie quand même de le dire personnellement. Personnellement, complètement, effectivement. Tout à fait. C'est quelque chose de très complet où on rencontre des tas de différents professionnels en fait. On n'a pas un seul interlocuteur. Et puis ça, c'est très riche parce qu'il y a des échanges. On ne vient pas tous du même niveau. On n'a pas tous la même formation de base. On a tous la même objectif qui est d'accompagner au mieux nos patients et d'être le plus armés en fait. C'est ça, on a vraiment besoin d'avoir des outils dans notre pratique pour être les moins démunis possible. Objectif atteint. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment quand même, tu avais ton métier d'infirmière en éducation thérapeutique qui est déjà riche, qui donne déjà une grande autonomie par rapport à une infirmière dans un service hospitalier ou sur des choses comme moi, tout simplement en libéral, où je suis assez limitée dans mon champ d'action. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis, non, je lâche quand même tout ça et je me lance toute seule? Alors ça a été effectivement une grosse remise en question. Ça a été compliqué en fait, simplement dans le sens où j'étais plus dans le moule, quoi. Malheureusement, une infirmière du dispositif Azalée dans lequel j'étais a des compétences et développe son activité avec les médecins avec lesquels elle collabore, puisqu'on travaille avec les médecins généralistes. Et certes, l'approche psychologique est un besoin et nécessaire dans les cabinets, mais c'est pas ce qu'on demande à l'infirmière Azalée qui est là pour d'autres missions. Et malheureusement, mon poste commençait à dévier, à partir de l'accompagnement psychologique, et je n'avais plus le temps de faire vraiment, on va dire, mon rôle premier. Donc ça a été déjà une première difficulté en se réunissant avec les médecins. C'était ce dépassement de tâches en fait, qui étaient plus compatibles avec ce qu'on me demandait. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai des collègues aussi, d'autres infirmières Azalée sur le secteur. On se réunit de temps en temps pour faire des groupes d'échange, des groupes de pairs. Et en fait, je me rendais compte que je faisais plus le même métier que mes collègues, quoi. Et là, je me disais, mais ça va pas du tout. Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, c'était soit je remettais ces merveilleux outils dans un coffre et puis je reprenais avec mes compétences d'infirmière Azalée sans déborder, ou soit il fallait que je prenne une décision et que je change. Et voilà. Et donc je me suis dit, allez, je suis pas... Après, c'est difficile de changer quand on est infirmière aussi, parce que quand on est infirmière en établissement, on peut avoir une spécialité. On peut être infirmière référente des plaies, on peut être l'infirmière référente de la douleur. Quand on est comme ça en libéral, on ne peut pas avoir ces spécialités-là. Donc là, ça voulait dire quitter finalement, entre guillemets, ma profession d'infirmière. J'y suis quand même, je suis formée, j'ai mes compétences, mais je n'ai pas une plaque d'infirmière sur la façade, c'est évident. Je m'assois dessus pour dire, voilà, je fais autre chose. Trouver un titre, c'est pas évident non plus. Alors, voilà, je suis professionnelle de santé, spécialisée en hypnose, certifiée en hypnose et thérapie brève. Voilà. Après, quand je me présente aux patients, je dis que je suis une infirmière spécialisée en accompagnement somato-émotionnel. C'est tous des noms un peu étranges pour expliquer ce que je fais. Voilà. Justement, par rapport à l'hypnose, est-ce que tu peux démystifier un peu? Parce que c'est vrai que même si ça se démocratise, on en entend parler différemment qu'au travers des spectacles de Mesmer, ça reste quand même quelque chose de nébuleux, que certaines personnes ont peur de prendre rendez-vous. Et en fait, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Par exemple, on vient te voir et comment ça se passe en fait? J'arrive avec mes problèmes.
Alors déjà, je ne ferai pas une séance d'hypnose à la première séance. On ne vient pas ici pour acheter une séance d'hypnose, je refuse, parce que pour pouvoir être dans un état qu'on appelle de transe hypnotique, pour pouvoir se laisser aller pour cette séance, il faut se sentir en sécurité. Il faut que l'inconscient soit en sécurité. On ne peut pas être en sécurité si c'est la première fois qu'on se rencontre et qu'on n'a même pas un peu échangé. Donc déjà, la première séance, on va apprendre à se connaître et voir s'il y a une alliance thérapeutique qui se forme entre le patient et le thérapeute. On va parler de ce que c'est l'hypnose, parce que beaucoup sont allés lire sur Internet ce que c'est l'hypnose, et malheureusement, il y a l'hypnose de spectacle, il y a l'hypnose de rue, il y a beaucoup de choses, et il y a de l'hypnose qui n'est pas forcément éthique ou bienveillante, c'est pas la même chose que l'hypnose clinique à laquelle nous, on a été formés, qui est, nous, on a quand même une formation dédiée aux professionnels de santé, qui est très éthique et encadrée. Donc voilà, je vais déjà expliquer vraiment ce que c'est l'hypnose et ce qui va se passer. Et il va se passer des choses incroyables. On n'est pas endormi, on est toujours là et on reste toujours maître de soi. Ouais. Voilà. Et puis, j'aime bien expliquer aussi ce phénomène de dissociation de la pensée. Quand, par exemple, tu conduis ta voiture pour te rendre à ton domicile après ta journée de travail, c'est un chemin que tu prends tous les jours, que tu connais par cœur, et sûrement que ton esprit va aller vagabonder et penser à complètement autre chose. Et tu arrives chez toi, tu ne te souviens plus d'avoir emprunté cette route. Et pourtant, tu as été capable de le faire sans... Pendant ma tournée, entre chaque patient, je suis complètement en train de travailler sur... Pourtant, tu es arrivé à destination, tu n'as pas grillé de feu rouge, tu as respecté le code de la route. Ton cerveau était capable de faire les deux choses en même temps. Il était dissocié à ce moment-là. Et c'est exactement ce qu'on va faire en hypnose, c'est que tu vas être installé là, dans ce fauteuil avec moi, et en même temps, une autre partie de ton esprit va aller travailler ailleurs. Et donc moi, je suis juste exactement comme on l'est là, installé à proximité, à une distance qui t'est confortable, et puis ma voix va te guider sur ce chemin pour dissocier ton esprit, te permettre d'aller faire un travail qu'on va pouvoir guider en fonction de ce qu'on aura voulu travailler. Après, c'est ton inconscient qui va aller faire ce qu'il a envie, c'est pas moi qui vais décider, et s'il n'a pas envie d'aller travailler sur ça aujourd'hui et qu'il veut aller travailler sur autre chose, il ira faire autre chose. Justement, ça me fait rebondir, je te coupe tout là pour dire que parfois le thérapeute ne sait pas ce que le patient est en train de régler. Ça peut arriver. Tout à fait. Il y a des patients qui parlent pendant les séances, et dans ces cas-là, je sais à peu près où on va. Il y a des patients qui ne parlent pas, et là, je suis complètement perdue. Je ne sais pas ce qui se passe, et finalement, je n'ai pas besoin de le savoir. L'important, c'est qu'il se passe quelque chose, et que l'inconscient, sachant ce qui est bon pour toi, il va gérer ce qu'il a besoin de faire, et puis voilà, j'ai même des fois des gens qui bougent tellement, je me dis c'est pas possible en fait, j'y arrive pas. Bon, je me dis continue, je suis quand même encore au début de ma pratique, donc des fois je me pose des questions, et finalement c'est exceptionnel de voir qu'il s'est passé plein de choses et que juste la personne bougeait parce qu'il y a des gens qui partent plus profondément que d'autres, il y a des gens qui auront des mouvements kinesthésiques plus que d'autres. Voilà, c'est différent, ça varie. Avec les enfants, c'est totalement différent. L'hypnose avec les enfants, on va plutôt le faire sous forme de jeu, en racontant des histoires métaphoriques, où il va mettre en scène toute une situation qu'on va pouvoir associer à son quotidien. Voilà. Oui, parce que justement, les enfants sont très réceptifs. On dit souvent qu'ils sont très, très... Les enfants sont très réceptifs puisqu'ils ont plus l'imaginaire extrêmement développé. Fertile. On perd un petit peu en grandissant, mais c'est toujours là quand même. Il ne faut pas creuser trop loin. C'est très compliqué par contre de faire des séances d'hypnose à des gens qui veulent absolument maîtriser. Les gens qui sont dans le contrôle, les professionnels de santé qui veulent comprendre ce qui se passe. Alors là, c'est difficile parce que puisqu'ils sont dans le contrôle, ils n'arrivent pas à lâcher prise et à se laisser aller pour rentrer en transe. Alors avec ces personnes-là, il y a besoin de faire plus de séances pour qu'une fois qu'ils ont compris ce qui va se passer, ils se laissent aller et puis on va pouvoir avancer. Voilà. Donc oui, au niveau des applications thérapeutiques, alors là, c'est... Au niveau des applications thérapeutiques, ça peut être vaste, effectivement. Il y a des gens qui viennent pour le tabac, on va faire une séance vraiment axée là-dessus. Il y a des gens qui viennent par rapport aux compulsions alimentaires. Il y a par rapport aux troubles du sommeil aussi, des séances pour apprendre un peu à lâcher prise. Alors là, on fait notre genre de séances pour plutôt apprendre à se détendre. Alors, c'est pas de la vraie auto-hypnose, mais c'est un exercice qu'ils peuvent reproduire quand même chez eux pour pouvoir s'endormir plus facilement. Ou ce qui m'arrive de proposer des fois, c'est qu'on enregistre la séance sur le téléphone de la personne pour qu'elle puisse la réécouter le soir dans son lit pour s'endormir. Ça arrivait quelquefois que je fasse ça. Après, il arrive de faire des séances pour travailler sur le deuil, sur
des blessures un peu profondes, aller travailler un peu sur l'enfant intérieur. Voilà. D'accord. On peut faire beaucoup de choses. Et après, on peut simplement faire quelque chose de très vaste. Hein. Les séances de base sont l'endroit sécure et la personne ressource, le tiers sécure. Et on peut partir juste de cette séance-là et ensuite laisser courir et il va se passer des choses. Une métaphore que j'aime bien aussi, c'est d'utiliser le cerveau comme un ordinateur et de dire qu'il y a des systèmes d'antivirus et de pare-feu des fois qui ne fonctionnent plus, qu'il est important d'en remettre un autre et d'aller nettoyer le logiciel, d'aller virer les logiciels dont on n'a plus besoin et de retélécharger de nouveaux fichiers. Voilà. Histoire de refaire une mise à jour. Avec d'autres générations, on va parler du nettoyage de printemps, on va nettoyer la cuisine, on va virer les vieux bocaux. Et voilà. C'est une adaptation à chaque personne, à chaque patient. Au début, forcément, on est un peu stressé, on aime bien avoir sa feuille et on lit, mais on n'est pas en accord avec le patient. Maintenant, je suis, comme je t'ai dit, installée à côté, on respire, on se met en pacing, en accordage aussi, dans la même position. Et finalement, je ne sais même pas ce que je vais faire. Et à la fin, je me dis, mais pourquoi je suis partie là-dessus ? Mais parce que je me mets en accord avec le patient. Il y a des choses qui se font comme ça assez naturellement, comme si on sentait vers quel terrain il fallait aller, quoi. Voilà, on fait des belles choses. C'est toujours très surprenant, mais à la fin de la séance, je suis toujours très surprise de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, on va dire que l'hypnose... parce que souvent on entend, tiens, il est hypnothérapeute, donc il fait que de l'hypnose, quoi, en fait. Mais l'hypnose est un outil quelque part, et ça on nous l'a répété sans arrêt, c'est un outil. C'est-à-dire qu'on n'est pas hypnothérapeute, mais on a cet outil. Et on a appris d'autres choses, on a appris ce qu'on appelle les thérapies brèves, l'hypnose thérapie brève, donc il y a plein d'outils différents. Et s'il y a une difficulté, ça ne peut pas forcément dire que c'est nécessaire de faire de l'hypnose. On va pouvoir très bien s'en sortir avec d'autres techniques. Il y a les thérapies stratégiques par exemple, les thérapies orientées solutions. Les thérapies orientées solutions, ça me parle énormément aussi. On parle de trouver des objectifs positifs, donc ça va être très lié aux thérapies, à l'éducation thérapeutique que je faisais avant. Il y a les thérapies narratives aussi qui s'en rapprochent, où on va aller chercher un petit peu des soutiens dans l'entourage. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans les thérapies stratégiques aussi, il y a possibilité de prescrire des tâches à la maison, de donner des exercices à faire pour évacuer de la colère, beaucoup chez des gens qui ont des burn-out, des choses comme ça. J'ai beaucoup proposé ce genre d'exercice et des gens qui s'en sont finalement qui sont sortis de leurs difficultés, de leur blocage, et on n'a jamais fait d'hypnose. C'est pas nécessaire de faire de l'hypnose. Oui, parce qu'en fait finalement tu as d'autres choses. Et puis outils. comme tu dis, tu peux avoir effectivement des gens qui bloquent, des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, même si au départ ils partent pour dire je vais faire une séance d'hypnose. Ils reposent un peu trop de choses sur toi aussi, ils veulent voir comment ça se passe. Et puis attention, il ne faut pas oublier de toute façon, c'est comme on apprend à l'éducation thérapeutique, c'est la personne, c'est de elle et de ses ressources qu'il va y avoir du changement, qu'on va obtenir du changement. Le thérapeute est un accompagnant, un guide qui a des compétences, mais c'est pas nous qui allons faire le changement. Exactement. Ça, c'est beaucoup ce que j'ai pu entendre en éducation thérapeutique et même des fois encore en thérapie où les gens attendent qu'on vienne les sauver avec nos compétences. Et on aimerait bien pouvoir avoir une baguette magique et régler les problèmes de tout le monde. Alors on a des outils pour guider, mais il faut que ça vienne aussi de soi et c'est ce qu'on peut faire en hypnose et ce qu'on peut faire avec les autres thérapies, c'est d'aller trouver les ressources en soi pour avancer et changer des comportements ou s'adapter à ces difficultés pour apprendre à vivre avec. Et parmi tous les outils, parce que c'est vrai qu'on s'est reformé encore ensemble sur d'autres choses, et notamment sur les mouvements oculaires. La technique d'intégration par les mouvements oculaires, l'IMO. Donc, si tu peux en parler un petit peu. Un petit peu, ouais. Donc, c'est différent de l'EMDR, c'est une autre technique, mais pour ceux qui connaissent l'EMDR. Donc là, l'IMO, on a refait la formation d'Annie Beaulieu, qui est une québécoise. Donc, ça part du principe que, pour le faire sommairement, la nuit, quand on dort, les yeux font des mouvements qui permettent d'enregistrer tous les événements de la journée dans la zone des souvenirs. Et quand on a vécu
un événement trop lourd, trop chargé émotionnellement, ça fait un blocage et les yeux ont beau travailler la nuit, cet événement-là, il ne sera pas enregistré dans la zone des souvenirs, il va rester coincé. C'est ce qu'on va appeler un traumatisme. Alors, on entend parler des chocs post-traumatiques des soldats à la guerre ou après les attentats, des choses comme ça, mais ça peut être aussi quelque chose vécu dans l'enfance qui a été trop chargé, une image trop choquante pour un enfant et qui est resté bloqué. Et puis dans sa vie d'adulte, il y a des reviviscences, il y a des moments où il y a un stress important et on ne sait pas pourquoi. C'était peut-être ce trauma-là de l'enfance. Finalement, on a appris à vivre avec et on a avancé, mais il n'est pas rentré dans la case des souvenirs, il est toujours là. Et dès qu'il y a quelque chose qui vient le rappeler, un détail, ça peut être une odeur, ça peut être une couleur, ça peut être un bruit, et ça fait revivre un état de stress. Et donc là, avec des mouvements oculaires très guidés, c'est tout un rituel, entre guillemets, voilà, on va balayer différents axes du champ visuel. On va travailler avec des mots-clés sur cet événement-là pour aller le travailler, l'étoffer, le diluer. C'est comme si on disait que tu vas boire un verre d'eau de Javel, tu vas pas être bien. Voilà, ça c'est ton trauma. Avec la séance de mouvement oculaire, on va diluer ton verre pour que finalement tu boives la tasse dans une piscine et ça passe. Ouais. Voilà. On va pas effacer ce qui s'est passé, on va juste le rendre plus acceptable pour vivre avec en étant moins prise d'émotions, de gêne, d'angoisse dans le quotidien. Voilà, les mouvements oculaires. Et donc, les mouvements oculaires, et donc ça vient compléter. On est quand même dans la thérapie brève, quand même. Et donc, oui, c'est au niveau des nombres de séances et du temps de thérapie, c'est variable, mais ça reste quand même. Alors, l'IEMO, les séances sont un petit peu plus longues, on peut compter en moyenne 2 heures de temps, très éprouvantes. Donc voilà, il ne faut pas prévoir d'aller faire quelque chose de très difficile après. Voilà, et pour le thérapeute aussi, donc moi j'en multiplie pas trop dans la même journée, c'est compliqué. Et nécessaire de se revoir 15 jours après pour revoir ce qui s'est passé entre temps, s'il y a des choses qui ont surgi aussi pour refaire une nouvelle séance. En moyenne 3 séances en moyenne, maximum 5 je dirais, en se voyant tous les 15 jours. Oui. D'autres casquettes, d'autres projets, parce que c'est vrai que... Alors, bien, tout récemment, j'ai été sollicitée par un ancien collègue à moi, kinésithérapeute, ostéopathe, qui qui a développé une clinique OPS, donc une clinique de posturologie, à Saint-Dié-des-Vosges, et qui a grandi son équipe. Et donc voilà, connaît mon profil, connaît tout le parcours que je viens de décrire et il m'a demandé de rejoindre l'équipe. Donc je suis allée me faire former à Paris en orthokinésie pour pouvoir rejoindre cette belle équipe. Donc, il y a Pascal qui est coach sportif, Manon qui est ostéopathe, Franck qui est kiné ostéopathe et donc moi qui aurai ce statut d'infirmière spécialisée en somato-émotionnel. Voilà. Donc l'idée générale, c'est de faire des bilans de la posture en statique et en dynamique pour essayer de trouver l'origine de certaines douleurs en partant des yeux, de la mâchoire et des pieds. D'accord. En prescrivant des activateurs au niveau de la mâchoire, au niveau des pieds s'il y a des soucis. Et en travaillant surtout en pluridisciplinaire pour pouvoir adresser vers... des ostéopathes s'il y a des douleurs, des tensions, vers pour mettre des appareils dentaires et de moins. Ah oui, des comment, orthodontistes. Des orthodontistes, voilà, pour travailler aussi sur remettre la dentition pour et des adultes maintenant qui en ont justement pour tout à fait, ouais. Et puis les orthoptistes parce qu'on prenne au niveau de la vue. Donc Pascal, un coach sportif aussi par rapport à, alors pas que lui bien sûr, mais pour orienter les gens à reprendre une activité physique en fonction de leur capacité aussi. Moi un peu la casquette alimentation, l'éducation à la santé, géométrie, et puis les enfants en surpoids aussi que je repère aussi. Et puis voilà. C'est très riche, très intéressant. Et ça te permet de mobiliser les connaissances que tu as acquises
dans ton exercice d'infirmière en éducation thérapeutique. Ouais, pour les conseils, la partie conseil. Après, la partie vraiment bilan, donc là, c'est avec un logiciel très perfectionné. Donc là, il fallait la formation. Et là, c'est vraiment des choses que j'ai dû apprendre. J'avais zéro base à ce niveau-là. Donc là, j'ai dû vraiment apprendre, acquérir de nouvelles compétences pour réaliser ce bilan. D'accord. Voilà. Et ensuite, je mets ma casquette d'infirmière pour apporter... très intéressant, très complémentaire. Éducatif, complémentaire à ça, voilà. Ouais. Après, chez des gens très sportifs, qui ont un mode de vie très sain et qui viennent plus pour des douleurs de fatigue ou des choses comme ça, ce sera clairement pas de mon ressort à moi. Ils iront plus avec les collègues. Oui, vous êtes une équipe pluridisciplinaire. Voilà. Chacun peut, et puis après sur la ville de Saint-Dié, on a aussi tous les autres professionnels sur le secteur à qui on peut réorienter aussi, voilà, prendre en charge en globalité toutes ces douleurs. Voilà. Ah ben c'est bien. Donc plein d'activités, et donc là on était sur le corps, l'esprit, et tu as encore une casquette qui vient en complément. Avec l'accompagnement différent. Pour l'accompagnement collectif. L'accompagnement collectif, voilà. Donc ça, c'est du coup en lien avec tout mon parcours. J'ai quand même été beaucoup sur le secteur de Senones, ici, avec mes différents métiers. Quand j'étais soignante aussi. Et donc, je suis aussi un petit peu connue de par tout ce que j'ai pu mettre en place ou développer. Et j'ai pu répondre à un appel à projet du conseil départemental avec les partenaires sociaux pour faire un accompagnement de personnes. Donc, j'ai un groupe de 8 personnes bénéficiaires du RSA dans le cadre du travail sur la réinsertion sociale. Donc là, c'est un beau projet là, qui est monté depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On se voit tous les 15 jours. Les mardis matins pendant 2 heures, et on travaille sur des ateliers en collectif. Donc il y a la richesse du groupe qui est fantastique, et on travaille un peu sur la gestion du stress, la gestion des émotions, le trouble du sommeil, améliorer sa communication aussi pour la gestion des conflits. Voilà, je parle aussi de leurs compétences, enfin on rajoute un petit peu d'art-thérapie, un petit peu de... Alors pas de musique parce que je ne joue pas de musique, mais... On est allé dans la nature aussi. Il y a une du groupe qui va au jardin partagé, donc on a pu accéder sur le site. On a fait une séance dans la nature en parlant des bienfaits de la nature. Voilà. C'est très riche, c'est très intéressant. Ah bah très intéressant. Et voilà. Du coup, ta semaine, et en plus chaque activité peut se nourrir l'une de l'autre. C'est exactement ça. Ouais. Complètement. C'est ça. Tout a du sens, tout fait du lien. C'est vraiment dans la santé dans sa globalité, et c'est ça qui me parle, quoi. Ouais. Sans ennui, parce que du coup, le lundi matin, c'est telle chose, etc. Donc je veux dire, tu ne peux pas t'ennuyer. Voilà, tu ne peux pas être dans une routine, parce que c'est souvent dans la routine qu'on devient... quand on est dans la relation d'aide, dans la routine, on devient un mauvais soignant. Enfin, on devient... C'est ce qu'on nous dit à l'école d'infirmière. Je me souviens d'une formatrice qui dit toujours « Faites attention à ne pas avoir la tête dans le guidon ». Et c'est difficile quand on n'est pas assez nombreux, qu'on est tout seul, qu'on est poussé par le temps, et on a des fois un petit peu la tête dans le guidon dans les services de soins, c'est difficile. Voilà. Là, j'ai la chance d'avoir mon temps organisé à ma façon. Donc je répartis effectivement entre le cabinet, l'activité collective et la clinique OPS à Saint-Dié. Et mes 4 enfants à la maison. Oui. Voilà. C'est aussi à ne pas oublier, à prendre en considération, parce que les enfants ils grandissent vite, ça passe vite. Et puis ils ont encore besoin de beaucoup d'attention. C'est ça. Donc voilà, trouver son équilibre et prendre soin de soi aussi, parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc tu as des fois des règles de base. Tu te poses des fois entre les mains de moi j'ai un thérapeute pour une thérapie personnelle et qui est en même temps mon superviseur. Donc d'accord, très bien. Je vois une fois pour moi personnellement, très important pour pas faire des transferts et tout ça, il faut aussi travailler sur soi. Et en alternant, je le vois pour la supervision quand je me sens en difficulté avec des suivis, quoi. Voilà. Ouais. Ah oui, non mais c'est bien ça. Donc tu as toujours la flamme. Au bout de combien de temps que tu es infirmière maintenant? Alors, moi, je suis encore une jeune infirmière. J'étais diplômée en 2011. Ah oui. Donc, mais voilà, tu t'es jamais ennuyée. Mais parce que j'ai toujours effectivement beaucoup varié mes activités. Après,
voilà, pendant la période Covid, quand il y a eu besoin, je suis allée retravailler dans une maison de retraite parce que je faisais plus mon activité à Azalée, on ne recevait plus les patients au cabinet, on faisait des entretiens par téléphone. Donc je me mettais l'après-midi en entretien téléphonique et le matin j'allais travailler à Baccarat, maison de retraite pour filer un coup de main. Et voilà. Et ça t'a permis de renouer un petit peu avec le cœur de métier. Parce que c'est vrai que quand on parle infirmier, on nous imagine avec une seringue à la main. C'est ça, ça, je le dis toujours. Quand les gens viennent, je dis alors, je ne suis pas psychologue, mais je suis infirmière, mais pas infirmière avec des piqûres. Voilà. C'est toujours étrange. Oui, on a une représentation de notre métier. Voilà, alors qu'en fait, il est tellement riche et vaste. C'est ça. Mais après, il faut oser sortir des sentiers battus. Voilà. Ça, tu l'as fait. C'est un mode qui ne tente rien à rien. Et puis finalement, c'est une expérience. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Après, c'est vrai que... Tant que j'aurai la flamme et tant que je me sentirai utile et que j'y apporterai quelque chose. Voilà. C'est ça important. Et c'est vrai que après, c'est un mode de fonctionnement, je pense. Parce que l'évolution dans le métier est quasi constante. C'est vrai on a un métier très riche et qui nous permet de faire plein de choses. Et qui évolue. Qui est très difficile, qui peut être très difficile. Voilà. Moi, j'ai été infirmière de nuit, j'ai eu des horaires un peu compliqués, j'ai eu des postes où je travaillais toute seule. Bon, voilà, c'était une étape. Et je ne dis pas qu'un jour, je ne reviendrai pas. De temps en temps, oui, le diplôme est toujours là. Oui. Le diplôme est toujours là, tout à fait. Il y a une forte demande. Tout à fait. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Écoute, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Donc tu vas peut-être continuer à parler, mais cette fois-ci différemment. Parce que on va vous quitter. Et puis elle va me faire une petite séance d'hypnose. Voilà. S'il te reste de la salive. Prends soin de toi. Oui, c'est parti. Ça marche. Merci de nous avoir suivis. Je vous mets tous les petits renseignements, les coordonnées et les informations qui ont été délivrées tout au long de la vidéo en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.